Kalamoudjik. Traduction, Tiana Kirokapi. Personnage et interprète. Leila, Célia Grincourt. Brana, grand-mère maternelle de Leila, Claudine Fievé. Boro, grand-père maternel de Leila, Philippe Risler. Safeta, grand-mère paternelle de Leila, Myriam Derval. Netzan, grand-père paternel de Leila, Christian Mulot. L'ami de la mère, la compagne et didascalie, Magali Paliès. Premier fossoyeur, les soldats, l'ami, l'ennemi, Oscar Clark. Le médecin, Jean-Luc Paliès. Deuxième fossoyeur et didascalie, Jean-Baptiste Paliès. Musique, Gibbs, Karel, Oscar. L'autrice dit: l'espace scénique, je le laisse au metteur en scène. De toute façon, à la fin, il ne restera rien ni personne. 1. La cigarette était consumée à moitié. C'est arrivé un peu après minuit. Ici. C'est ici que se trouvait la table. Une table basse, petite, en bois. Sur la table, un cendrier. Dans le cendrier, une cigarette. À moitié consumée. La cigarette a fini par s'éteindre toute seule. Elle était assise dans le fauteuil, derrière la table. Morte. Je me trouvais dans mon lit à barreaux, face à elle, à l'autre bout de la pièce. Plus tard, ils ont dit, alors que nous la transportions inanimée, l'un de ses bas a filé. Comme la ligne de vie. C'est donc ici, très précisément, que ma mère est morte, il y a 35 ans. C'est moi qui l'ai tuée. Voyez-vous, quand je suis née, il y a 37 ans de cela, elle avait des petits problèmes cardiaques. Elle était sous traitement. Tout semblait sous contrôle, sauf que... Leila traverse la scène jusqu'à une armoire. Elle l'ouvre. Des boîtes de médicaments tombent une à une sur le sol. Elle ne les prenait pas. Un faisceau lumineux éclaire l'ami de sa mère. Tu devais avoir 1 an, guère plus. Ce jour-là, elle t'a confié à sa belle-mère, puis elle est venue en ville pour prendre un café avec moi. Elle m'a dit qu'elle devait se rendre chez le médecin après pour un contrôle. J'avais pris ma journée. On disposait de temps libre ces années-là. Mais ce n'est pas le propos. Je l'ai accompagnée. À l'époque, on n'était pas aussi regardant. Je pouvais assister à la consultation et c'est ce que j'ai fait. C'était une visite de routine. Le médecin, je m'en souviens, portait des lunettes avec une monture noire épaisse. Il y avait un cendrier sur son bureau, avec quelques mégots dedans. Lorsqu'il l'a vue, il lui a souri. Il lui a demandé comment elle se sentait. Elle a dit « Super !» Ensuite, il lui a demandé « Tu suis bien ton traitement ?» Non, je ne veux plus de médicaments. Il a froncé les sourcils. La peau sur son front s'est plissée. Sourire aux lèvres, elle a continué. Ma fille, c'est mon traitement. Je suis le leur qui l'a tué.
tiennent des pelles. Ils commencent à creuser. Il fait lourd. Et comment? 32 degrés. C'est beaucoup. Et comment? Qui est mort? Une femme. Jeune. Ah. Et qui encore? Personne. Juste elle. Juste elle. Ouais. Alors pourquoi on creuse 2 trous? Chance et fichtre rien. Ils ont dit d'en creuser 2. Ils se regardent, perplexes. Puis, ils se remettent à creuser. Leila tourne autour d'eux à pas lents. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont creusé 2 fosses. Ils l'ont ensevelie dans celle-ci. Après le discours de son collègue de travail, également membre du parti, ils ont déposé des gerbes de fleurs sur la terre friable. C'était un 22 août. Elle avait 22 ans. Cette fosse à gauche est restée vide, bien qu'on y ait aussi dressé une pierre tombale. Enfin, ce n'était pas vraiment une pierre tombale, plutôt un grand pot de fleurs. Je ne sais pas pourquoi on a creusé 2 fosses. Peut-être voulait-on lui accorder plus de place dans l'au-delà. Grâce à cette fosse, nous disposions de plus de place, c'est vrai. Tous les proches pouvaient ainsi pleurer à leur aise, sans se marcher sur les pieds. L'anorak de la défaite. Il me faut toutefois préciser que cette nuit-là, tandis que la cigarette se consumait toute seule, mon père n'était pas à la maison. Il s'était disputé. Il était allé dormir chez ses parents. Si je lui en veux? Un faisceau lumineux éclaire le médecin. Quelques jours après sa disparition, son mari est venu me voir avec le rapport des secouristes. Non, vraiment, on n'aurait rien pu faire, même en milieu hospitalier. On ne survit pas à ce type d'attaque. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a remercié, puis il est sorti du cabinet. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Non, je ne lui en veux pas. Du moins, pas pour cette nuit-là. Ce n'est que plus tard. Il a fait un choix. Il a décidé de se soigner par l'alcool. Et c'est tout. Peut-être a-t-il creusé sa propre tombe, peut-être a-t-il trouvé sa planche de salut. Je n'en sais rien. En réalité, je me souviens de peu de choses le concernant. Ce dont je me rappelle, c'est cet anorak. Il l'a porté un hiver ou 2. Un anorak blanc, lourd, gonflé. On dirait un voilier au gouvernail cassé. Il chavire dans des eaux qui me sont inconnues. Je le regarde depuis la fenêtre. Si j'avais des ailes, je m'envolerais. La peur de l'anorak. La peur de lui dans cet anorak. La famille. Ma mère est morte. Mon père est toujours en vie, mais il n'est pas là. De toute façon, même quand il est là, j'aimerais mieux qu'il n'y soit pas. Je vis avec les parents de mes parents. Ce sont eux, ma famille. Elle n'a pas téléphoné ce matin-là. Elle n'est pas venue au travail non plus. J'ai attendu un peu.
J'ai essayé d'appeler chez elle, elle ne répondait pas. Je suis monté jusqu'à leur appartement. Elle n'ouvre pas. Rien. Je crois entendre des pleurs d'enfants à l'intérieur. J'enfonce la porte. J'entre. Elle est assise dans le fauteuil. Morte. Vers 2 heures de l'après-midi, Boro est venu me trouver au travail. Ça devait bien être la première fois qu'il passait à l'improviste. C'était pas dans son habitude. 2 femmes l'ont suivi dans la cuisine. Des blouses blanches. J'étais en train de préparer du café, j'ai rien demandé. J'étais tétanisée. J'ai compris immédiatement que quelque chose était arrivé. Quelque chose de terrible. D'insurmontable. J'ai donné le café au serveur pour qu'il serve les clients. Les 2 femmes en blouse blanche m'ont fait une piqûre. Je sais pas ce qu'elle contenait. J'ai été prise de fou rire. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? C'est Diana morte? Non mais vous êtes malade. Je la vois, elle est là-bas. Donc j'ignorais ce que contenait cette piqûre. Mais elle, je la voyais, vraiment. Il y avait cette rivière, un pont, elle se tenait sur l'autre rive. De l'autre côté du pont, elle me souriait et me faisait signe de la main. Un ami est arrivé avec la petite dans les bras. Elle était emmitouflée dans une couverture. Elle pleurait tremblante. Lorsqu'il me l'a annoncé, je n'ai plus senti mes jambes. Ensuite, le noir, épais comme du goudron. Après, ce dont je me souviens, ce sont les voisines. Elles m'entourent, me giflent, m'aspergent d'eau. Et la petite dans sa couverture, ma petite fille. Puis le noir à nouveau, et ainsi de suite. Durant 1 mois, mes jambes ont refusé de me porter. Les rebouteuses se succédaient à la maison. J'ai fini par me relever. J'étais au travail quand mon fils m'a appelé pour me l'annoncer. Je suis resté sans voix, le combiné à la main. Combien de temps, je ne sais pas. Lorsqu'enfin j'ai raccroché, j'ai enlevé mon bleu de travail et j'ai enfilé mon blouson en direction le cimetière. Je n'allais tout de même pas laisser ses parents se charger de ça, pas dans un moment pareil. Alors chaque jour, à 4 heures, je retire mon bleu de travail, j'enfile mon blouson et direction le cimetière. Vers elle. Je supervise des travaux. J'ai de nombreuses prises de bec avec les fossoyeurs et les tailleurs de pierre. Mais on ne me la fait pas, moi. Je les laisse tout de même avancer, mais pour autant, je ne lâche pas prise. C'est ni fait ni à faire, là. Allez, au boulot, les gars, allez! Ça nous a pris 1 année. La pierre tombale. La pierre tombale était magnifique. La plus belle de la parcelle des athées. Une pierre tombale surmontée de l'étoile communiste, brillante, la plus belle des étoiles. Le serment des pionniers. Leïla revêt son costume de pionnier. Elle noue un foulard rouge autour de son cou, puis se coiffe d'un calot bleu. Mon école primaire portait le nom d'un partisan, David Avery. C'était courant à l'époque communiste. David Avery avait été exécuté pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque Brana et Boro ont su que je représenterais ma classe pour le récital du serment des pionniers, ils furent fous de joie. Sapta et Netzad étaient contents aussi, mais pas fous de joie. La cérémonie devait avoir lieu à la Maison de la Culture de Vratnik.
Brana s'approche de Leila. Elle lui prend la main. Boro, Safeta et Netzad sont là aussi. Ils se dirigent tous ensemble vers la maison de la culture. Ça va être super. Tu as le trac? Un peu. Moi aussi. Allez, encore une fois, comme tout à l'heure. Aujourd'hui, alors que je deviens pionnier, et je jure par ce serment que j'étudierai et travaillerai avec assiduité, que je respecterai les anciens, que je serai un camarade loyal et honnête qui tient toujours parole. Ben, ça va? Super. Continue. Bien, bien. Il faut juste insister un peu sur la fin, la dernière phrase. Bien. C'est bien. Oui, Très bien. Oui. Allez, c'est bien. C'est bien. Que j'aimerai notre patrie auto-administrée, la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Que je préserverai la fraternité et l'unité du peuple et de ses citoyens. Et que je respecterai tout individu qui dans le monde aspire à la liberté et à la paix. Que je respecterai tout individu qui dans le monde aspire à la liberté et à la paix. Le public était plongé dans l'obscurité. On distinguait à peine les silhouettes. Quand j'ai commencé à réciter, ils se sont tous les quatre levés de leur siège. Ils m'ont fait de grands signes de la main. Ils gesticulaient dans tous les sens, comme en transe. Les gens ont commencé à s'agiter, ils regardaient dans leur direction. J'ai fait un sans faute. Les lumières se rallument. On entend une salve d'applaudissements. Leila sourit. Ils s'approchent d'elle tous les quatre. Ils la prennent dans leurs bras et l'embrassent. Ils essuient des larmes. Leila sautille entre eux. J'étais comment? Oh, fantastique! Vraiment, parfaite! Ta maman aurait été fière de toi. Alors ses enfants l'ont tuée elle aussi. 88, 89, 90, 91. 4 ans. 4 années se sont écoulées. Puis la fin. La Yougoslavie est morte. La mère patrie. Sa mère est notre mère à tous. Ses enfants l'ont tuée, elle aussi. Désormais, Netzad et Safeta ne sont plus que musulmans. Mais que veux-tu que je sois? Mon père était musulman, ma mère aussi. En plus, je suis né à Sarajevo, de parents sarajeviens. Mes parents ont grandi dans le quartier de Vratnik. Ma mère était la première femme imam. Donc, tout le monde est musulman chez nous. Pratiquant. Moi aussi. Je viens également d'une famille musulmane, pratiquante, sauf que mes parents ne sont pas nés ici. Ils sont originaires de Vlasenica, République serbe de Bosnie. Mais quel rapport? T'es pas né à Sarajevo, peut-être? Si. Alors dis-le! Absolument. Ma famille était musulmane. Moi-même, je le suis. Et je suis née à Sarajevo. Désormais, Brana et Boro ne sont plus que serbes. Moi, je suis italien. Mais celui-là, toujours à faire le mariole. Voyez-vous, il est de Kotsala, un orphelin de guerre. Et je suis à nouveau orphelin. Ah, vous savez, c'est l'État qui l'a élevé. La Yougoslavie, je veux dire. Et c'est d'autant plus dur pour lui. Moi, je suis né en Serbie. Je viens d'un petit village de Voïvodine. Mon père est mort, j'étais tout jeune. Ma mère buvait. Je n'étais qu'une gamine quand je suis venue travailler à Sarajevo. J'ai trouvé une bonne place en cuisine. À la maison des syndicats. Tu vois,
Toi aussi, c'est Tito qui t'a élevé. Mais Tito est mort, mon Bolo. Donc oui, nous sommes serbes. Tous les deux. Mais maman, elle était yougoslave. Maman n'est plus, Leïla. Et papa, il est quoi, papa? Alcoolique. C'est pas le moment, hein. Mais quoi, pas le moment? C'est pourtant vrai, non? Et moi? Qu'est-ce que je suis, moi? Bah, toi, tu peux être ce que tu veux. Est-ce que je peux être un oiseau? Ça, tu ne peux pas, ma chérie. Les humains ne peuvent pas être des oiseaux. Tu as le choix. Oh, bien sûr. Personne ne te forcera. Exactement. C'est toi qui choisis ce qui te conviendra à toi. La mort s'est abattue sur la ville. En avril 1992, la mort s'est abattue sur la ville. Boro tient le combiné du téléphone. Toujours rien? Boro repose le combiné. Rien. Les lignes sont coupées. Essaie encore. Ça fait 3 jours que j'essaie, ça ne me dit rien qui vaille. Ils regardent tous les deux Leïla. Qu'est-ce qu'on va faire? Boro s'approche de Leïla. Nous n'arrivons pas à les joindre. Papy et mamie, tu ne peux pas aller à Fodratnik. Tu sais bien que c'est pire là-haut. Les grenades tombent sans arrêt. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé ici, chez nous. Ce n'est pas mieux à Grbavica. C'est vrai. Nous sommes coupés du reste de la ville. C'est qui les gens devant l'immeuble? Des imbéciles, des idiots, on va savoir. Nous ne sommes plus en sécurité ici. On devrait partir. Où? Bah, à Sid. Où veux-tu qu'on aille? Mais c'est en Serbie? Boro décroche le combiné. Il compose nerveusement le numéro. Il finit par raccrocher violemment, très violemment. Mais si nous partons, papy et mamie peuvent mourir. Ils peuvent mourir même si nous restons. Nous sommes coupés de... Mais si nous restons, nous aussi on risque de se faire tuer. Boro s'accroupit près de Leïla. Ma chérie, tu comprends? Nous n'arrivons pas à les joindre. Je ne peux pas leur demander... Tu es la seule à pouvoir me dire. Tu dois me dire. Dire quoi? Et que tu es d'accord pour qu'on t'emmène. Ce putain de téléphone ne marche pas! Ils sont injoignables! Dis-nous. On fera comme tu dis. Leïla les regarde en silence. On s'en va? On s'en va. La maison en sucre. Sid, 1993. Maintenant je sais. Je suis l'enfant d'une mère qui n'est plus. Je suis l'enfant d'un pays qui n'est plus. Je suis une réfugiée. Depuis Sid, au début de l'année 1993, nous avons fait parvenir une lettre à Sarajevo par le biais de la Croix-Rouge. Dans l'enveloppe, nous avions glissé une photo de moi souriant derrière un gâteau d'anniversaire. Le gâteau était en forme de maison, avec des tuiles rouges, réalisées avec des boudoirs trempés dans du jus de griotte. Cette maison en sucre pesait 10 kilos. 8 mois plus tard, la réponse est arrivée. Leïla sort un papier de sa poche. Donne-la-moi. Non, c'est moi qui lis. Enfin, vous allez la lire, oui ou non? Chère Leïla. Chère Leïla. Chère Rana Leïla, et Boro. Rana et Boro, Nous sommes en vie. Nous sommes en vie. C'est dur. C'est dur. C'est allons dur, bien. mais nous allons bien. Leïla. Ouais, Leïla.
Ma Leïla, Comment va la maison? tu me demandes comment va la maison. Grenades sont tombées sur elle. 2 grenades sont tombées sur elle, C'était surtout mais elle n'a pas les été vitres. trop endommagée. Nous les avons bouchées C'est avec surtout des les bâches vitres. en plastique. Nous les avons bouchées avec des bâches en plastique. Nous n'avons presque pas d'eau. Nous n'avons presque pas d'eau ni Mais d'électricité. nous allons bien. Mais nous allons bien. Leïla, ma chérie. Tous les voisins Leïla, te ma saluent. chérie, tous les voisins te Toute bande saluent. de copains. Toute ta petite bande de copains. Et surtout, non, ma chérie. Personne surtout ici ne pense que tu es une Non, ma chérie, personne ici ne pense que tu es une traître. Tu vois. Continue. Leïla, ma chérie. Leïla, ma chérie, Tu nous manques Tu nous beaucoup. manques beaucoup. tu nous manques Tout ça beaucoup. finira Tout par ça s'arrêter. finira par un jour. s'arrêter. Tout ça finira par s'arrêter un jour. Tu rentres à la maison. Alors tu rentreras à la maison. Et nous serons Et nous serons à nouveau ensemble. Sois sage. Sois sage. Ton père et ta grand-mère. Écoute ton grand-père et ta grand-mère. Travaille bien à l'école. Si nous le pouvons, Nous nous t'écrirons t'écrirons encore. encore. Si nous le pouvons, nous t'écrirons encore. Elle s'arrête de lire brusquement. Elle lève les yeux. Elle regarde Brana, puis Boro. Mais que disent-ils? Boro s'approche de Leïla, prend le papier. Tu es si Tu es jolie sur si cette jolie photo. sur cette Tu as photo. tellement Tu as grandi. tellement grandi. Tu as tellement grandi. Nous avons hâte de te Nous avons revoir. hâte de te Nous revoir. avons hâte de te fort. revoir. Nous Ce t'aimons gâteau. fort. Ce gâteau, comme Il il est est beau. beau. Ce gâteau comme Ici, il est beau. Ici, il n'y a Il plus n'y a de plus de sucre sucre depuis longtemps. Ici, il n'y a plus de sucre depuis longtemps. Nous sommes vraiment des crétins. Nous avons envoyé la photo d'un gâteau de 10 kilos à des gens qui meurent de faim. Nous n'avons jamais reçu d'autres lettres. Je la gardais toujours dans ma poche pour la relire. La nuit, je faisais toujours le même rêve. C'est mon anniversaire. Nous sommes ici, à Sid. C'est le même gâteau, sauf qu'il est gigantesque. Des gens arrivent de toutes parts. Beaucoup de gens. Ils veulent tous une part de gâteau. Ils le coupent, puis le mangent. Ils se servent des parts énormes avec leurs cuillères. Ils mastiquent bruyamment, ils rient. Je les regarde sans dire un mot. Je les regarde engloutir ma maison. Je la vois disparaître. Jusqu'à cette nuit où... Leïla s'approche de Brana et Boro. Elle les secoue. Réveillez-vous! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu dors pas? Écoutez, vous devez me ramener à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Ramenez-moi. Sinon, je me sauve. Sur la route bleue. Le 23 mars 1994, à Sarajevo, la Fort Pronu ouvre une voie de circulation sécurisée appelée la route bleue. L'ouverture provisoire du pont de la fraternité et de l'unité permet alors aux civils de passer d'une rive à l'autre. Mais enfin, tu as perdu la Ce tête. n'est pas possible, on ne peut pas passer. Si, la route bleue est ouverte, ils l'ont dit aux infos. Boro et Leïla sont assis. Boro fume une cigarette. Tu as fait ta valise. Grand-mère s'en occupe. Surtout, n'oublie rien. Prends ton gros manteau. D'accord. Ils se taisent. Boro jette son mégot, il l'écrase avec le pied. Ma puce. Tu sais que ce n'est pas la fin La fin de quoi? de la guerre. Mais c'est le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, ce n'est pas la paix. Je veux rentrer à la maison. Je sais. Ce que j'essaie juste de te dire, c'est que peut-être que toi et moi, nous ne nous reverrons plus. Comment ça? Tu veux dire plus jamais? Va savoir. Et la route bleue, on peut la prendre maintenant. Seulement les femmes et les enfants. Eh bien, je la reprendrai. Boro la regarde, elle se tait.
On verra. Bravika, de Rechef. Chez qui allez-vous? Chez moi, à la maison. Combien de temps souhaitez-vous rester? Tout le temps. Et ça commence. Les vérifications, les dissuasions. Vois-tu, Leila, c'est comme ça que ça se présente. Il la regarde. Il regarde également Brana, qui est assise derrière, qui se tait. Tu vois cette tasse? Il passe le doigt sur le rebord de la tasse à café qui est posée sur la table. Je la vois. Bien. À l'intérieur, c'est cet état. L'état d'Izetbegovic. Tu vois? Leila se penche un peu sur la table, au-dessus de la tasse. Je vois. On n'en sort pas. Tu comprends? Je comprends. Et regarde ça maintenant. Tout le reste, c'est la liberté. Tout ce qui est en dehors de la tasse. Tu comprends? Oui. Depuis ce pont, tu peux aller où tu veux. Et faire ce que tu veux. Tiens, tu as dit que tu avais un oncle à Londres. Si tu veux, nous pouvons t'envoyer à Londres. Alors? J'aimerais mieux rentrer à la maison. Je pensais qu'ils ne me laisseraient pas passer. Ces interrogatoires qui n'en finissaient pas, la tasse toujours. Et lorsque je leur pose la question, lorsqu'encore je leur demande quand est-ce que je passerai le pont, plus rien. Ils ne disent plus rien. Mes grands-parents et moi, nous sommes ici depuis 2 mois déjà. C'est bientôt la rentrée des classes. Au train où vont les choses, nous retournerons à Sid. Le 16 août 1994, Bravika. Quelqu'un sonne à l'interphone. Leila se lève. Elle ouvre la fenêtre. Regarde en bas de l'immeuble. Hé, petite. Joyeux anniversaire. Allez, dépêche-toi. Tu traverses le pont. Et de l'unité. Leila est assise à la table. Elle reconstruit le pont avec des Legos. Ce pont que je m'apprête à traverser s'appelait avant-guerre le pont de la fraternité et de l'unité, comme dans le serment des pionniers. Ils ont inspecté mes affaires, ils ont parlé avec je ne sais qui dans leur petit poste radio. Ils m'ont dit d'attendre sur le côté. J'étais toujours avec mes grands-parents. Ensuite, des soldats étrangers sont venus me chercher. Brana m'a dit tout bas que c'était des Français et que c'était eux qui me feraient passer de l'autre côté. Je marche sur le pont, au milieu des Français. Ils portent mes affaires, les bagages de l'exil. Ils me sourient. Moi aussi. Ils ne parlent pas anglais. Moi non plus, évidemment. Enfin, eux ne le parlent vraiment pas. De temps à autre, je ralentis le pas. Je me retourne. Je regarde mes grands-parents. Je leur fais signe. D'un geste de la main, les Français me signifient que nous devons nous dépêcher. Ce pont n'est pas si long, mais nous marchons une éternité. Du moins, c'est mon impression. Soudain, j'aperçois Safta et Netzad. Ils me font signe. Netzad sourit, Safta pleure. Je me retourne. Brana et Boro se tiennent par le bras. Ils me regardent. Ils sont de plus en plus petits. Et je continue de me retourner au-dessus de la rivière, sur le pont, jusqu'à l'autre rive. Puis ils disparaissent. Tout à fait.
Mais j'agite quand même la main, on ne sait jamais, ils me verront peut-être quand même. Je suis passée. Elle a terminé sa maquette. Elle regarde le pont, puis d'un geste brusque, elle le détruit. La mort de Boro. C'était mon idée. Leïla la dévisage. Écoute, nous n'étions pas chez nous en Serbie. Il m'a obéi, comme il a toujours fait. Puis nous sommes partis à Bijeljina. Vous avez choisi cette ville où avait eu le temps de massacre, le nettoyage ethnique, les convois, les camps. C'est toi qui l'as emmené dans cette ville abandonnée. Brana la dévisage. Mais tu étais parti. Là-bas, nous n'étions que des réfugiés. Oui, c'est moi qui l'ai amené là-bas, dans cette ville déserte. Dans cette maison vide. Mais on a amené notre lit et nos valises. C'était en octobre. Il pleuvait ce jour-là. Nous nous sommes couchés plus tôt que d'habitude. Vers 2 heures du matin ou 3 peut-être. Je l'entends pousser un râle. Comme un tremblement de terre. Du fond de la gorge. Je saute du lit. Boro! Boro! Je le secoue. Rien. Il suffoque. Boro, est-ce que tu m'entends? Une larme coule sur sa joue gauche. Mais que voulais-tu que je fasse? Je cours dehors en chemise de nuit, pieds nus. J'enjambe la clôture pour sortir plus vite dans la rue. Je cours dans ma chemise de nuit blanche, pieds nus. J'appelle à l'aide. Dans cette obscurité, dans ce désert dans lequel je ne connais personne. C'est plus tard, après la guerre, alors que nous étions au cimetière, qu'elle me l'a dit. C'est moi qui l'ai tué. Et je te tuerai, toi aussi. Mort de David le partisan. Leïla se tient au milieu de la scène. Elle porte un sac à dos d'enfant. Quand j'ai traversé le pont, c'était vraiment mon anniversaire. Une surprise, ils ont dit. Un cadeau. 2 semaines plus tard, je retournais à l'école. Dans mon ancienne école. Sauf qu'elle se trouvait désormais au sous-sol désaffecté d'un supermarché à Meydan. Les salles de classe sont séparées par des rayonnages vides. L'école ne porte plus le nom de David. Celui qui a été tué par les fascistes un 20 août est mort une seconde fois. 41 ans plus tard, à la même date, ma mère mourait elle aussi. Passons. J'arrive le matin, à 8h pile, le directeur m'attend à la porte. C'est le même qu'avant la guerre. Moi, bonjour. Lui, salam alaikum. Passons. Je rentre en classe, une fille s'approche de moi, je la connaissais avant la guerre. Je lui souris. Salut. C'est toi la Muzahirka. C'est toi la réfugiée. Passons. Une autre approche, je la connais elle aussi et on se salue. Je ne sais pas trop quoi lui dire. Tu viens de poser chez Médaron ce soir? Je ne bouge pas. Je me tais, mon sac à dos sur les épaules.
Je me demande, qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? 14. Ça fait un. C'est tout ce que j'espérais. Qu'elle rentre à la maison. J'ai versé tant de larmes pour elle. Autour de nous, les gens meurent. Les gens se font tuer. Et moi, je la pleure, elle. Je ne peux en parler à personne. Comment expliquer que je pleure un enfant qui est en vie, en sécurité? Une chose encore. Quand elle était petite, vraiment petite, elle m'appelait maman. Et elle entendait mes enfants m'appeler comme ça, pour elle, c'était normal. Alors je leur ai demandé à tous de m'appeler grand-mère. Elle s'y est habituée. Un jour, nous sommes partis à la mer, Netzad, elle et moi. Elle l'appelait grand-père, et moi, maman. Les gens nous dévisageaient comme des bêtes curieuses. Que voulez-vous que je fasse? J'allais de serviette en serviette, expliquant à qui voulait bien l'entendre que nous n'étions pas une famille de dégénérés, mais que nous avions vécu une tragédie. Les gens pleuraient, et moi avec eux. C'est alors que elle est entrée dans l'eau. Elle n'avait presque plus pied. Dans l'eau jusqu'au cou, je ne voyais que sa tête. Elle me fixait en fronçant les sourcils. Viens avec moi! Je ne peux pas. L'eau est glacée. Reste encore un peu. Et après tu sors. Viens, j'ai dit! Je ne peux pas. Oh, si c'est ça, je nage encore plus loin! Elle repart à la nage. Que vouliez-vous que je fasse? Je me mets à courir dans l'eau. J'essaie tant bien que mal de la rattraper. Et je rentre à la maison avec une néphrite. En 1993, nous recevons sa lettre, accompagnée d'une photo. Elle sort une photo de sa poitrine, la regarde. Je pleure. Je la montre à tout le monde. Regardez comme elle a grandi. Ah, ce gâteau, c'était son anniversaire. 13 ans. C'est une grande fille maintenant. Quand elle est partie, j'ai pris 10 ans. Mais elle est revenue. Ah, ce n'était pas une mince affaire. Le passage. Pourtant, elle est revenue. Seulement, elle était différente. Tout a changé. Et comment? C'est la guerre. Bien sûr que tout a changé. Peu de temps après, on a appris la mort de Boro, à Bijeljina, en République serbe de Bosnie. Comment ça? Il n'était plus en Serbie? Je ne sais pas. Elle devenait de plus en plus distante. Elle avait un regard sombre, un regard noir, comme autrefois, à la mer. Mais ses yeux-là m'étaient inconnus. Et elle, jamais plus elle ne me disait « Viens !» Ensuite, je suis tombée malade. On a d'abord pensé que j'étais sur les nerfs, à cause de tout ça, à cause de la guerre, de la vie. C'était plus commode. Faut pas trop en faire. Faut souffrir en silence. Il y avait un peu de ça. Ils m'ont donné des calmants. J'allais de plus en plus mal. Moi, je savais que ce n'était pas les nerfs. Mais je peinais à m'exprimer. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'était incohérent. Surtout, je ne tenais pas sur mes jambes. Ils ont fini par comprendre, eux aussi. Ce n'était pas les nerfs, non. Ils m'ont traîné d'un hôpital à l'autre. Je voyais leur peur. J'étais encore capable de lire dans leurs yeux. Ils s'entretenaient à voix basse. Tumeur, cerveau, métastase. Puis, il y a eu ce matin-là.
dormais sur un canapé, Leïla sur l'autre, Netzad à même le sol. Ce matin-là, j'ai eu besoin de me lever. Je voulais me lever. Tant bien que mal, j'ai articulé. Leïla! Leïla! Elle dormait. Encore une fois. Leïla! Elle s'est réveillée. Leïla s'approche. Qu'est-ce qu'il y a? Safeta lui tend la main. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Safeta tend à nouveau la main à Leïla. Leïla la saisit, essaie de la tirer. Elle tire. En vain. Je n'y arrive pas. Elle s'est recouchée dans le canapé. Elle s'est retournée, puis s'est endormie. Je me suis endormie aussi. Je ne me suis jamais réveillée. 15. Fuck off nationalism. Long live Shiaism. Première partie. Bielina, les années 2000. Brana et Leïla sont assises à côté de la tombe de Boro. Bolo. Mon Bolo, la petite est là. Elle est arrivée hier. En autobus. Il y a tous là. Et c'est les vacances à la fac. Les examens sont en septembre. Elle est inscrite en philosophie. En philosophie. Tu te rends compte, papy? Brana sort une bouteille d'eau de vie ainsi qu'un paquet de cigarettes de son sac. Elle verse un peu d'eau de vie sur la terre de la tombe. Elle passe à Leïla le paquet de cigarettes. Allume-la, toi. Tu fumes, de toute façon. Leïla allume une cigarette. Elle tire quelques bouffées. Elle se relève. Elle se penche vers la tombe. Eh oui, tu vois, je fume. Je fume. Elle enfonce la cigarette dans la terre. Elle se rassoit à côté de sa grand-mère. Brana regarde tantôt la croix, tantôt Leïla. Un pop m'a rendu visite il y a quelques jours. Ah? Il a frappé à la porte. C'était le matin. Il m'a apporté ce calendrier, tu sais, celui avec tous les saints. Ah, tu l'auras probablement vu dans le couloir. Il m'a demandé s'il pouvait bénir la maison. S'il pouvait quoi? Bah, tu sais, quand ils aspergent la maison avec de l'eau bénite. Ah! Et? Bah, j'ai laissé entrer. Qu'est-ce que tu veux? Faut bien qu'ils mangent aussi. Bah oui. Elle se taise. Leïla rallume une cigarette. Elle regarde Brana. Mais alors, tu y crois maintenant? Je crois en quoi? Je veux dire, tu crois en Dieu? Oh non, pas du tout. Donc tu penses encore qu'il n'y a rien? Exactement. Tu t'es jamais dit que peut-être quelque part, je veux dire... Quoi? En fait, je pense qu'il y a quelque chose. Et quoi, selon toi? Ce en quoi je crois nous vient d'ailleurs, de très loin d'ici. Ah, voyez-vous ça. Et d'où? C'est une croyance venue d'Inde. Ah. Tu sais, il y a ce concept selon lequel la mort n'existe pas et en fait la mort serait le lieu où l'on revêtirait une nouvelle vie. Revêtir? Et qui t'a dit un truc pareil? C'est dans la philosophie indienne. La philosophie indienne. Dis-moi, tu serais pas plutôt dans une secte? Une secte? Je te parle de philosophie et tu me réponds une secte? Eh oui, des gens adhèrent à cette philosophie. Brana ne prononce plus un mot. Un temps, le soir, dans la maison à Bielina, Leïla regarde la télé.
Brana se prépare pour aller se coucher. Je vais dormir. Vas-y, Ne tarde pas trop. le film va commencer. Brana s'apprête à partir, puis se ravise. Je voulais te demander quelque chose. Cette secte... Ce n'est pas une secte. Bon, d'accord. Mais je veux juste savoir... ce sont eux qui mangent des gens? Pardon? Bah, tu sais, c'était dans les journaux. Hein. Ça a commencé après la guerre. On raconte qu'ils se retrouvent dans les parcs, à Banja Luka, la nuit. Et qu'ils mangent des gens. Et même des enfants. Attends. Tu insinues que je mange des petits-enfants. Tu insinues que je suis une ogresse. Mais pas du tout. Je demande juste si... Leila est furieuse. Elle prend la télécommande, elle passe toutes les chaînes en revue. Brana reste immobile. Leila lève les yeux sur elle. Ne t'inquiète pas. Je ne mange personne. Et crois bien que si ça arrive, tu seras la première à le savoir. Je commencerai par toi. Brana reste immobile. Meurtrie, elle rend l'âme. Greengrass of Home. Quelque temps après, Leila est assise avec un ami sur le canon du bastion jaune à la forteresse de Vratnik. Ils fument de l'herbe et contemplent la ville à leurs pieds. Soudainement, Leila rompt le silence. Tu imagines? Ma propre grand-mère m'a demandé un jour si je mangeais de la chair humaine. Comment ça, de la chair humaine? Exactement comme ça. Elle m'a demandé si je mangeais des gens. Et pourquoi? Oh, je lui avais parlé de la réincarnation, elle a cru que c'était une secte. Elle avait vu ça dans les journaux, on racontait qu'il y avait une secte en République serbe de Bosnie, qui se retrouvait la nuit dans les parcs et qui mangeait de la chair humaine. De la chair humaine dans les parcs? Non, ils se retrouvaient dans les parcs, mais après je sais pas où ils les mangeaient. Hein. Toujours est-il que ma grand-mère m'a demandé si moi aussi je mangeais des gens. Putain, c'est dingue. Qu'est-ce qui est dingue? Tu vois bien? Quoi? Je piche pas. Tout ça, quoi. Tu vois bien comment ils sont. Putain, ils se bouffent entre eux. Qui ça, ils? Les Serbes. 17. Fuck off nationalism, long live chavism, seconde partie. Cette histoire de philosophie indienne ne passe pas non plus à la maison, à Sarajevo. Nedzad est dans la chambre de Leila. Il regarde le poster accroché au mur. Leila! Leila! Leila entre dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Nedzad lui montre le poster. C'est quoi ça? Un poster. Et ça représente quoi? Un truc indien. Et comment s'appelle cette chose? Shiva. Ah. Mais non d'une pipe. C'est quoi ce machin qu'il a entre les yeux? Quel machin? Mais ça, là, entre les yeux! C'est bien une croix. Non. Ah. Tu sais, c'est une maison musulmane ici. Ah ça, je le sais. Dorénavant, pas de croix chez moi. Ce n'est pas une croix. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un tilak. Ça n'a absolument rien à voir avec une croix. C'est indien.
L'hindouisme, tu sais? Tilak. Tu es sûr, c'est pas une croix? Non. Bon. Alors dans ce cas... Il sort, rassuré. Un temps. Plus tard dans la soirée. À la maison. Leïla mange devant la télévision. Entre Netzad. Il se campe devant Leïla. Leïla lève la tête. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que des hindous ils tuent des musulmans là-bas? En Inde? Leïla se tait. Elle mange. Tu entends ce que je dis? Non, répète. Je te dis que tes hindous tuent des musulmans. Elle ne s'arrête pas de manger. Écoute. Non, toi écoute. Et arrête de me répondre. Je suis sérieux. Et qui t'a dit ça, le Hoya? Quel rapport? Oui. Me l'a dit à la mosquée, et alors? Ah. Netzad se tient toujours devant elle. Pousse-toi, je vois rien. Ne te moque pas de moi. Tu es hindouiste maintenant? Et si je le suis, qu'est-ce que ça change? Mais tu n'y penses pas. Eux aussi tuent les musulmans. Eux aussi, sans blague. Netzad la regarde sans ciller. Je te pose la question sérieusement. Es-tu devenu hindouiste? Je te réponds sérieusement, et si je le suis? Mais puisque je te dis qu'il tue les... Leïla le regarde. Netzad se tait. Il reste immobile. Bien. Tu verras. Qu'est-ce que je verrai? Tu verras quand je rentrerai dans ta chambre cette nuit, si je suis devenue hindouiste. Maintenant, pousse-toi de là. Mon film va commencer. Netzad reste immobile. Meurtri, il rend l'âme. Leïla est seule. Elle retire le poster de Shiva. C'était pour rire. Juste pour rire. Elle met le poster en boule, comme si elle s'apprêtait à le jeter à la poubelle. Je l'ai vite dégagé la divinité hindoue aussi. Hein. Non, non, pas parce qu'elle ne convenait pas à Brana et à Netzad. J'adorais les provoquer. Mais parce que j'ai compris. Les étoiles ne sont pas des miroirs. L'univers n'est pas une cabine d'essayage. Et en plus, l'Inde, c'est loin. « 19. Peut-être suis-je l'ennemi de cette ville. Un homme inconnu s'approche de Leïla. C'est l'ennemi. Et toujours, je suis l'enfant d'une mère qui n'est plus. Et toujours, je suis l'enfant d'un pays qui n'est plus. Mais je ne suis plus une réfugiée. Elle regarde l'homme. Je ne suis pas heureuse. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Parfois, je doute même de ton existence. Moi? Tel que je suis, là? C'est comme ça que je t'imagine. Ah. Inutile de nous mentir. Lorsqu'ils m'ont laissé passer, ce n'était pas juste comme ça, un cadeau d'anniversaire. Tout le monde sait que j'ai pu entrer dans la ville grâce à un échange de prisonniers. J'ai traversé le pont pour venir ici, et quelqu'un est parti là-bas. Et tu t'imagines peut-être que c'est moi? Je ferme les yeux. Je vois un homme, n'est-ce pas? Robuste, apte au service militaire. C'était toi.
Et quand bien même. Et si c'était toi, qu'il te suffisait de prendre ton fusil, de tirer à travers la ville, de tuer les femmes, les enfants, les oiseaux, tout ce qui te passait sous les yeux. L'ennemi sourit. Il ne dit plus rien, Leila le regarde. Tu l'as fait? Si j'ai fait quoi? Tirer. Je ne sais pas. Peut-être. Alors c'est peut-être moi, l'ennemi de cette ville. L'es-tu? Est-ce que tu as tué quelqu'un? Peut-être. Tout ça n'aura servi à rien alors. Passer les frontières, anéantir cette famille. Car c'était toi, peut-être, qui tuais cette ville. Tout comme cette ville me tuera tôt ou tard. Toi? Oui, moi, Quand? bientôt. Dans le jardin des fleurs de ma raison. Sarajevo 2002. Clinique psychiatrique. Un médecin avec Leila. Je peux en allumer une? Bien sûr. Il pousse le cendrier vers elle. Fumer a toujours été autorisé ici. Et le sera toujours. Leila sort un paquet de sa poche. Elle en allume une, ses mains tremblent. Le médecin le remarque. Depuis quand êtes-vous chez nous? 2 mois. 2 mois. Et comment vous sentez-vous? Pareil. Il pose son dossier sur le bureau. Vraiment pareil, j'ai pourtant l'impression que vous êtes plus calme. Les médicaments? Voyons cela. Il regarde dans son dossier, lit comme pour lui-même. Olanzapine, 10 mg. Paroxétine, 30 mg. Diazépam, 3 fois 5 mg. Effectivement, ça assommerait un cheval. Et vos pensées, c'est pareil? Pareil. Vous êtes toujours persuadé de les avoir tués? Avez-vous déjà entendu parler du scientifique Santiago Ramón y Cajal? Non, jamais. Voyez-vous, il a reproduit l'architecture du système nerveux. Il a également reçu le prix Nobel. Génial. Il était convaincu de la beauté du cerveau, de sa grande, très grande complexité, comme une sorte d'écosystème. Pour clarifier ce qu'il voyait sous le microscope, il dessinait. Et fort bien, il dessinait la faune et la flore de la matière grise. Le cerveau à l'instar d'un jardin de fleurs. Chaque cellule avait une apparence et une élégance particulière. Il est dessiné comme des oiseaux dont le bruissement des ailes devait un jour résoudre le mystère de la vie psychique. Et on fait quoi en attendant? En attendant quoi? Que les oiseaux prennent leur envol? Eh bien, en attendant, nous pouvons parler. Ah. De votre père, par exemple. Vous n'en avez jamais parlé. Il est toujours en vie, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez, vous avez un père. Lui aussi, je le tuerai. Vraiment? Et comment comptez-vous vous y prendre? Je ne sais pas encore. Je ne suis pas sûre. Alors, disons, par exemple. Par exemple, un jour, lequel je l'ignore, bien sûr, avant de mourir. Et? À l'hôpital, peut-être, ou chez lui, d'un arrêt cardiaque, ou d'une cirrhose du foie. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Oui, bien sûr. Continuez, je vous en prie. Alors je serai la dernière larme, celle qui ne pardonne pas. Ah. Il avait
un anorak blanc. Oh, en fait, c'est sans importance. Et alors, lorsqu'il mourra, je viendrai à lui comme cette dernière-là, pleine de fiel, de ressentiment, d'aimante. Je serai la dernière goutte de poison qui le tuera. Cœur des ténèbres. Sarajevo, 2017. Leïla et sa compagne. Ça t'ennuierait de lire un truc? Non. Donne. Leïla lui remet son texte. En réalité de nouvelles. Ellipse de temps. Sa compagne finit de lire, puis regarde Leïla. Ne dit rien. Alors? Sa compagne fait un signe de la main. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Mais? Je ne saisis pas, là. Tu ne saisis pas? Cette histoire. Toi. Eux. D'accord, il s'agit de ta famille. Mais je pensais que t'en avais fini avec ça. Que tu avais déjà tout écrit. Sur eux. Sur leur mort. Sur ta thérapie. Mais quoi? Ça me contrarie que l'on s'imagine que tu n'as rien d'autre dans la vie. Arrête. Il n'y a pas de arrête. C'est l'impression que ça donne. Mais j'ai écrit sur toi aussi. Et sur notre chat. Ah. Tu te souviens, quand j'ai écrit cette nouvelle sur toi, tout le monde a dit que tu étais un cadeau du ciel. Leïla sourit. Sa compagne, elle, ne sourit pas. Elle est songeuse. Leïla s'approche d'elle, l'enlace. Tu es bien sérieuse tout à coup? Elle lui pince les joues. Elle tente de la faire rire. Sa compagne se dérobe. Je peux te poser une question? Oui. Qu'est-ce que tu fais la nuit sur le balcon? Quand? Quand tu crois que je dors et que tu te lèves. Tu t'absentes plus d'1 heure. Je fume. Tu fumes une cigarette pendant 1 heure? Non, j'en fume 5 ou 6. Pourquoi? 5 ou 6? Oui. D'accord. La compagne se lève, sort. Leïla la regarde s'éloigner. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'ai juste demandé de lire une nouvelle, de me dire comment tu l'as trouvée, si je pouvais l'envoyer. Envoie. Mais qu'est-ce qui t'emmerde au juste cette nouvelle? Je t'ai dit d'envoyer. Alors fais-le. Seulement... Parfois j'ai l'impression que tu n'en as rien à faire. Ce n'est pas ça. C'est quoi? Je sais comment l'histoire se termine. Leïla est sur le balcon. Elle rompt du pain. Elle dépose de petits morceaux dans un grand pot de fleurs. Elle attend que viennent les corbeaux. Je lui ai menti. Pour le balcon. Je fume bien quelques cigarettes, mais pas que. Si je sors la nuit, c'est pour nourrir les corbeaux. J'attends que notre chat dorme, qu'il ne les voit pas. Quand il les voit, il devient nerveux. Tandis que moi, la nervosité me permet de m'exprimer. Car lorsque vous sombrez dans la folie, plus rien ne vous oblige à vous justifier. Elle continue de rompre du pain. Les corbeaux se posent près d'elle. C'est vrai que j'ai écrit un livre. Un recueil de nouvelles.
sur la disparition de ma mère, sur la disparition de ma famille. Je dois reconnaître que c'est plutôt bien passé. Le livre a été remarqué, il a plu. Je ne vais pas m'en plaindre. Et j'en suis contente, c'est vrai. Les corbeaux picorent le pain, Leïla leur sourit. Et la nuit, les corbeaux sont mes anges gardiens. J'aime leur loyauté, leur sincérité. La nuit, je viens ici et je les nourris. Ils me sont reconnaissants et je leur suis reconnaissante. Quand ils me regardent, et c'est là que tout déraille, quand en silence ils me mettent en garde, car je suis heureuse, tout se passe bien avec le livre, je leur dis tout va pour le mieux. Et c'est alors qu'ils ouvrent leurs ailes et leurs becs. Leïla, Leïla, me disent-ils. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dans le ciel, luit la lune presque pleine. Et ils disent, Leïla, Leïla, ne profiterais-tu pas de tes morts? Vous qui crachez sur moi. Leïla est seule sur scène dans la pénombre. Ici, autrefois, se trouvait la maison de la culture. C'est là que j'ai récité, il y a plus de 20 ans, le serment des pionniers, et que tous m'ont applaudi. Aujourd'hui, il n'y a plus ni maison, ni culture. Il n'y a plus ni famille, ni pays à qui prêter serment. Seulement le vide. Leïla s'assoit par terre. À la place des applaudissements, on n'entend désormais que des injures, des malédictions. Les jurons retentissent en off. Lorsque vous insultez ce pays disparu, c'est sur moi, en réalité, que vous crachez. À chaque insulte, je pourrais tout aussi bien vous opposer des arguments sociologiques, philosophiques, historiques, statistiques. Je le pourrais. Sauf que c'est sur moi que vous crachez. Et que dire de plus si ce n'est... Je vous emmerde. Je vous emmerde tous! Je suis coupable. Je n'ai aucune raison de vous mentir. J'ai tué ma famille. D'abord, Boro. Ensuite, Safeta. Plus tard, j'ai tué Ebrana et Netzad, avec plus de cruauté encore. Brana est morte à Belilina, seule. Je ne suis pas venue. Netzad est mort à Vratnik, dans la maison que j'avais quittée depuis longtemps déjà. Je les ai tués par désobéissance, par négligence, parce que je n'étais pas semblable à ma mère qui, rappelons-nous, est morte de m'avoir trop fait confiance. Et durant toutes ces années qui ne sont plus, nous avions convenu en silence d'un arrangement, un accord tacite, inexorable comme une vengeance cruelle. C'est ainsi que Brana s'est couchée auprès de Boro. Sous
sous la terre, sous cette croix en laquelle il n'avait jamais cru. Elle l'a suivi, lui, orphelin sur la terre comme au ciel, pour qu'il ne soit pas seul en bas. Lui qui toute sa vie l'avait suivi. Netzad s'est couché auprès de Safeta, sous les versets en lesquels tous deux croyaient. Et dans l'au-delà, pour l'éternité, il la suppliera de lui pardonner d'avoir été une ordure. Je suis coupable donc. C'est comme ça. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait. Plus jamais nous ne nous retrouverons pour réparer nos erreurs. Il serait vain aujourd'hui de reconnaître que j'aimais mes victimes, qu'elles représentaient tout pour moi, et que chaque jour qui passe a l'odeur de leur mort. Il serait vain aussi de dire que j'aime mon père de toute ma haine. C'est ainsi. Et désormais, tout est clair. 25. La prière aux étoiles. Il ne me reste qu'une chose à faire avant la fin. Il ne me reste qu'à prier les étoiles avec toute la magie de mes pensées. Lorsque les hommes auront bradé toutes leurs illusions, lorsqu'ils n'auront plus que leur mort à compter, je demande aux étoiles de léguer ce monde aux oiseaux. Lorsque ce moment viendra, je vous demande de ne pas pleurer, les hommes. Pleurez pour moi les ponts détruits, car les ponts sont les ailes des hommes. Puis rassemblez-vous, tous, sans exception. Et je vous demande de laisser les corbeaux nous guider. Puis envolez-vous dans les hauteurs. Emportez ce monde sur vos ailes. Les étoiles vous donneront la force de voler pour l'éternité. Je vous le demande, emportez ce monde avec vous. Et emportez la honte des hommes. Cachez-la dans vos plumes et portez-la loin, le plus loin possible des yeux de l'univers. Et volez, volez, sans jamais vous arrêter. Et s'il le faut, de vos becs, lacérez les limites du temps. Poursuivez votre route. Emportez avec vous la honte des hommes. Et je vous en conjure, ne laissez personne, nulle part, jamais, la retrouver. La distribution finale des tombes. Sarajevo, pas de date. Désormais, tout est clair. Ce jour-là viendra aussi. Tout se déroulera ainsi. Ce jour-là, je retirerai mes bagues. Je les poserai sur la table. Elle enlève ses bagues. Elle les pose sur la table. Je remplirai la gamelle de mon chat. Elle remplit un petit bol avec de la pâtée pour chat. Et elle,
Elle se réveillera et s'assoira à la table. La compagne de Leila entre, s'assoit à la table avec Leila. Nous prendrons notre petit déjeuner. Ensuite, je me lèverai de la chaise, je m'approcherai d'elle. Leila s'approche de sa compagne, se place derrière elle et l'enlace. Je l'enlacerai. Fort. J'espère qu'elle comprendra. Qu'elle comprendra qu'il est temps pour moi de partir. Elle m'accompagnera à la porte, je caresserai notre chat, puis je partirai. Je la quitterai, je quitterai la seule femme qui m'ait jamais aimée. Je traverserai le pont, même si j'ignore le nom qu'il porte aujourd'hui. Je le traverserai. Je ne peux pas le contourner. Je passerai sur l'autre rive et j'irai tout là-haut. Car désormais, tout est clair. Lorsque par une journée d'août, ils ont creusé 2 tombes, ils ignoraient que l'une d'elles serait la mienne. Alors, je monterai jusque là-haut, puis je m'allongerai aux côtés de ma mère, morte. Je m'allongerai dans la terre de mon pays, mort. Je m'allongerai sous mon étoile, morte. Et ce sera tout. Plus tard, lorsque les hommes auront retrouvé l'espoir, si par hasard vous veniez à passer près de cette tombe, ne déposez pas de fleurs. À la place, allumez une cigarette. Tirez fort 1 ou 2 bouffées, puis plantez-la en terre. Surtout, je vous le demande, laissez-la se consumer. Laissez-la se consumer jusqu'à la fin.